Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons peu, parlons prêt by Casa dos Brocas, le podcast pour réussir votre projet immobilier au Portugal. Que vous soyez en pleine réflexion, prêt à franchir le pas dans le processus, nous sommes là pour vous guider à chaque étape. Comme le sujet du projet immobilier au Portugal est relativement dense et passionnant, pour que ce soit plus fit pour tout le monde, on a décidé de séparer ça en 2 épisodes, avant et pendant après. Dans le premier épisode, en présence de Marjorie, membre des Casa dos Brocas, nous vous parlerons des étapes préparatoires avant d'acheter. Clairement, qu'est-ce qu'on fait? C'est la phase où tout se joue. Comment poser des bases solides pour partir sur de bonnes fondations? Voyons tout cela ensemble tout de suite. Et bonjour Marjorie. Bonjour Sophia, je suis ravie de commencer ce premier épisode consacré aux étapes essentielles du projet immobilier au Portugal. Clairement, voilà, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Si moi je suis francophone, que je souhaite investir au Portugal ou que je passe cette étape d'acheter, par quoi je dois commencer? Quelle est la première étape que je dois réaliser pour mener à bien mon projet? La première étape primordiale, c'est définir ton projet immobilier. Tu dois absolument faire un état des lieux précis des critères, de la vision à moyen long terme. Quel est le type d'investissement que tu envisages? Est-ce que c'est ta résidence principale? Est-ce que c'est un investissement locatif? Est-ce que c'est pour faire de la location touristique? Clairement, tu dois absolument définir tout ça très clairement. Ensuite, la deuxième étape, c'est structurer ton budget. Quel est le niveau d'apport maximum que tu es prête à mettre sur ce projet ou en tout cas sur lequel tu as la possibilité d'investir? Pourquoi? Parce que clairement, sans apport, le projet n'est pas viable. Parce que du coup, il faut que j'ai quand même un apport minimal lorsque je souhaite investir au Portugal et passer par le financement bancaire. Oui, clairement, au Portugal, c'est pas envisageable de ne pas pouvoir faire un financement ou un achat sans avoir un minimum d'apport. Et clairement, pourquoi? Puisque déjà, tu as les frais annexes liés au projet immobilier qui représentent entre 8 et 10 sur lequel la banque n'interviendra absolument pas. Ensuite, au-delà de ces frais annexes, il y a toujours une demande d'apport qui est nécessaire par rapport à la valorisation de l'achat. Je te fais un exemple. Si tu achètes 100 000 euros, si tu es résidente au Portugal, de nationalité portugaise, on te prêtera 90% de la valeur du bien. Donc, sur un bien à 100 000, on te prêtera 90 000 euros. Si tu es de nationalité étrangère ou non résidente au Portugal, ça sera entre 70 et 80% de la valeur du bien. Donc si tu fais tes calculs, on arrive facilement entre 30 et 40% d'apport personnel nécessaire. Donc on ne peut pas arriver au Portugal sans avoir un minimum. Sans avoir anticipé Voilà, la partie cette question, tout à fait. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est de définir ta capacité d'emprunt. Voilà, la règle est assez complexe. Elle est différente de celle de la France ou... Oui, Ouais. clairement, oui. On est vraiment... là, clairement, il faut complètement te retirer tout ce que tu connais de la France en termes de financement ou de projet d'achat immobilier en France. Ça fonctionne complètement différemment au Portugal. Voilà, donc, on est quand même sur une règle qui est assez complexe en général. Je vais te parler de 50% d'endettement, mais en fait, c'est 50% de tes revenus nets après impôt avec un taux aggravé qui est appliqué, qui n'est pas le taux actuel du marché, mais un taux qui est beaucoup plus aggravé. Voilà, c'est une technique de calcul qui est relativement complexe et du coup, oui, c'est important de faire appel à un courtier pour pouvoir... c'est ça. Pour avoir une idée précise et cadrer tout ça. Compte tenu finalement qu'il y a quand même beaucoup de paramètres qui diffèrent avec ce que je peux connaître de la France, il est peut-être effectivement judicieux que je fasse appel à un courtier spécialisé pour me faire accompagner sur ce sujet. Oui, je peux que insister sur le fait de pouvoir se faire accompagner par un courtier de confiance. Voilà, sachant qu'en plus, c'est un service gratuit pour le client, quoi. Super. Et alors, donc, du coup, une fois que j'ai défini mon projet, structuré mon budget et défini aussi ma capacité d'emprunt, est-ce que je peux me mettre tout de suite à la recherche d'un bien? Qu'est-ce qui est le plus judicieux de faire? Pour le Portugal, moi, je peux que te conseiller de fonctionner en ce qu'on appelle en pré-approbation.
En fait, clairement, c'est tout de suite, avant même d'avoir trouvé le bien, c'est monter le dossier pour faire une sollicitation, nous on appelle ça pré-approbation, mais de pré-accord Mhm. auprès d'un établissement bancaire pour que tu puisses être sûr que tout ce qu'on a validé ensemble en termes de cadrage budgétaire, capacité d'emprunt, définition du projet, soit bien validé par un établissement bancaire. D'accord. Et qu'est-ce qu'implique la préapprobation, du coup, une fois qu'on l'a, qu'on l'obtient de la part d'un établissement bancaire? Ça te permet donc d'avoir un accord par rapport à ta situation personnelle, professionnelle, voilà, tes revenus, ton apport personnel. Ils vont vraiment définir un pré-accord officiel. Cet accord, en fait, te permet pendant 3 mois, voire 4, mais bon, généralement 3 mois, de trouver un bien et d'aller à la signature de l'acte authentique, voilà, tout en ayant cette partie-là qui soit déjà validée. Ok. Et alors, est-ce que effectivement, ça peut être un élément favorable à mon dossier auprès d'un éventuel vendeur à qui je présenterai ma candidature pour l'achat de son bien? Clairement, oui, à partir du moment où tu vas avoir une pré-approbation, tu vas être en position de force vis-à-vis d'un vendeur. Ou en tout cas, pas en position de faiblesse, puisque quand même le marché est relativement dynamique au Portugal. Il faut savoir qu'au Portugal, il n'y a pas de clause suspensive d'obtention de prêt. Donc, on ne te D'accord. laisse pas de délai. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas, c'est que ce n'est pas commun. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça reste une négociation entre vendeur et acheteur. Et clairement, les locaux ne sont pas habitués à cette clause-là et vont plutôt privilégier un acheteur qui ne demandera pas cette clause. Donc, du coup, si tu as fait valider via cette préapprobation, on peut se passer de cette clause, Ouais. voilà, de manière générale. Donc, finalement, tu vas te retrouver en position de force vis-à-vis du vendeur, ou en tout cas égalitaire face à éventuellement un autre acheteur qui va arriver avec un financement à 100%, ou en tout cas tout est cadré. Ouais. On connaît effectivement le dynamisme du marché immobilier au Portugal. Et donc oui, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mettre toutes les chances de notre côté parce que les biens finalement se vendent très rapidement. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a cette possibilité de préapprobation qui est, voilà, encore une fois, pas existante à ma connaissance en France en tout cas. Oui, je te confirme qu'en effet, en France, c'est pas quelque chose qui est appliqué. On valide tout, oui, en effet, le budget au préalable, mais il n'y a pas vraiment de préaccord qui est demandé auprès des banques avant même d'avoir trouvé le bien. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une protection du consommateur qui est beaucoup plus présente en France via cette fameuse clause suspensive qui est, on va dire, automatique en France. Et ce n'est pas le cas ici, quoi. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des documents spécifiques que je dois présenter ou que je dois avoir en ma possession, en tout cas, pour constituer mon dossier ? Alors, clairement, il y a la liste, elle n'est pas exhaustive parce qu'elle dépend aussi de ta situation personnelle et professionnelle. En tout cas, il y a une chose est sûre, ce qu'on va te demander, tes justificatifs de revenus, d'identité, tes justificatifs de résidence, tes derniers relevés bancaires, voilà, généralement les 3. Un point qui diffère si tu habites au Portugal, c'est qu'on va te demander le mapa de responsabilidades, donc le plan des responsabilités, qui est un document qu'on trouve auprès de la Banque du Portugal et qui regroupe toutes les dettes existantes au sein du pays. D'accord. Voilà, chose qui n'existe par exemple pas en France. Donc ça, c'est un document qui est demandé, en tout cas, si tu es résidente au Portugal. Voilà. Ensuite, il y a un point essentiel et qui vraiment là pour le coup est un grand changement par rapport à d'autres pays, notamment la France, c'est le NIF, le numéro d'identification fiscale. Au Portugal, c'est le grand sésame, clairement, pour n'importe quelle démarche. Et est-ce qu'il est facile d'obtention, ce NIF, si c'est un sésame Oui, c'est important d'anticiper cette partie-là. Pourquoi ? Parce que clairement, il n'y a que 2 façons de l'obtenir. C'est soit on est sur place et on se déplace à une loge dedans. Alors, facile, rapide, c'est un grand mot. Voilà, j'ai déjà eu un peu tous les échos. D'expérience, effectivement, on peut dire que c'est pas forcément toujours aisé.
Ou en tout cas, il faut s'armer de patience, comme toute l'administration portugaise, peut-être. Voilà, exactement. Et ensuite, sinon, tu peux solliciter un organisme extérieur que tu puisses mandater pour obtenir ce NIF à ta place, quoi, sans te D'accord. déplacer. Voilà, il faut savoir qu'ici, c'est vraiment, au Portugal, primordial pour n'importe quelle démarche, ne serait-ce qu'une demande de simulation. Donc, je peux que inciter tout le monde à partir du moment... anticiper Voilà, ouais. à vraiment avoir cette première démarche qui soit effectuée, puisque clairement, sans NIF, on fait absolument rien au Portugal. Ok. Donc avant, même si c'est que l'idée, on peut tout à fait demander un NIF sans forcément que le projet aboutisse. Mais voilà, ça n'engage à rien. Ah bah clairement, oui, puisque de toute façon, si tu te déplaces toi-même, c'est quelque chose qui est gratuit. Clairement, si tu sollicites un organisme extérieur, un avocat, oui, là, ça a un coût, mais qui est de frais, relativement acceptable. Voilà, à partir du moment où on a un minimum de projets sur le Portugal, c'est toujours intéressant et important d'avoir son NIF. Ok, et alors je pense qu'effectivement, quand on arrive au Portugal, qu'on arrive avec son dossier français, peut-être des revenus français, peut-être des documents qui ne sont pas forcément identiques à ceux du Portugal, il est important de constituer un dossier de qualité, en tout cas avec des éléments qui sont bien présentés, bien scannés, dans le bon format pour que du coup ça soit plus facile de lecture et d'analyse. Ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent dans les dossiers et les clients que j'accompagne. C'est que souvent, voilà, on reçoit des documents sur lesquels on est obligé d'insister, mais pas de photos, pas de... Enfin, faut que ce soit des documents propres, scannés, bien montés. Voilà, il faut savoir qu'on va s'adresser à des banques qui ne nous connaissent de nulle part. Ouais. Si en plus on habite à l'étranger, pas forcément. Il y a toujours un petit peu ce doute, voilà, d'avoir à financer quelqu'un qui n'habite pas dans le pays. Voilà, les Portugais font un vrai distinguo entre quelqu'un qui est de nationalité portugaise ou de nationalité étrangère. Il y a beaucoup moins cette notion européenne par rapport à la France, je trouve. Citoyen européen, voilà, on est d'office un étranger. Oui. Voilà. À partir du moment où on n'est pas de nationalité portugaise. Sans que ce soit très péjoratif, mais non, voilà. Bien sûr. Voilà, il y a vraiment cette notion de différence. Moi, c'est vraiment ce que je constate dans les échanges. C'est que au Portugal, c'est soit on est portugais, soit on est étranger. Bon, en France, j'avais plus ce sentiment de français, européen et ensuite hors Europe. Union européenne, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que pour moi, il est primordial d'avoir un dossier qui soit au carré, propre, bien scanné. Voilà, éviter vraiment, absolument, je le vois trop souvent, des prises de photos de pièce d'identité avec le canapé derrière ou les mains, etc. Voilà, c'est des petits détails, mais qui font... Il faut avoir en mémoire que c'est quand même voilà, une demande d'engagement de la part de la banque de nous financer. Et donc... voilà, un dossier peut-être très, très lisse permet aussi... c'est un gage de sérieux, finalement, pour le banquier qui va étudier notre dossier. Ouais. Ah bah, clairement, c'est humain. Plus le dossier est au carré, sérieux, plus le banquier va avoir envie de le regarder. Voilà, plus il va prendre le temps par rapport à quelqu'un où il va manquer la moitié des documents, où ça va être dans le désordre, où ça va être mal scanné, mal lisible. Voilà, tout ça, forcément, ce sont des détails, mais qui font la différence. Voilà, face à un banquier ou voilà, celui qui va regarder le dossier, faut pas oublier qu'ils envoient des dizaines par jour. Le marché est très dynamique au Portugal. Donc forcément, à un moment donné, c'est humain. Voilà, ils saturent et ils font ce petit tri de dire oh là là, celui-là, il est bien monté, celui-là, il est pas... Il manque déjà la moitié des docs, je vais le mettre de côté. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est un petit détail, mais qui fait la différence. Ok. Très bien. Bon conseil alors, du coup. Et en quoi le rôle d'un courtier, enfin, en quoi un courtier va pouvoir m'aider, moi, dans ce processus, finalement, dans ces différentes étapes, quel est le rôle du courtier ? Bah, clairement, toi, demain, voilà, tu te mets en position, je veux acheter au Portugal.
Clairement, un courtier, faut savoir encore une fois que c'est un service qui est gratuit, aujourd'hui au Portugal, hein. On est sur une activité qui est réglementée, donc nous n'avons absolument pas le droit de facturer, le client à partir du moment où on a déjà des protocoles avec les banques et que ce sont elles qui nous commissionnent. Donc du coup, tu as tout à y gagner. Il va te décharger administrativement, voilà, il va te faire une liste, tu vas avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble des établissements bancaires, il va t'apporter une expertise, voilà, dans le montage, dans la façon de voir le dossier, dans l'optimisation et dans l'analyse des propositions qui est aussi complètement différente de ce qu'on connaît par rapport à la France. Oui, je pense que j'ai un petit peu une idée. Il semblerait qu'il y ait quand même des différences, et notamment au niveau du type de taux. Voilà, on parle de taux variable, de taux mixte, de taux fixe. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Quels sont les avantages, les inconvénients? Alors oui, bien sûr, ça pareil, on est sur quelque chose qui est complètement différent par rapport à ce qu'on peut connaître voilà, dans d'autres pays et encore une fois notamment la France. Clairement, il y a 3 types de taux au Portugal. On a le taux mixte, le taux variable et le taux fixe. Alors, on va se mettre tout de suite à l'aise sur le sujet. Aujourd'hui, allez, 90%, je dirais même presque 100% de nos dossiers sont faits en taux mixte. Donc, c'est vraiment sur un point sur lequel je vais insister, puisque on trouve finalement une partie qui ressemble à la France. Donc, c'est-à-dire qu'on a une première partie qui est en taux fixe. Alors là, c'est pareil, on peut envisager toutes les durées, hein, ça va de 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Enfin, franchement, on a un peu vraiment de tout. Voilà, mais la plupart iront quand même facilement jusqu'à 5 ans de taux fixe. D'accord. Voilà. Ensuite, au-delà de 5 ans, le champ des possibles commence à se réduire. Et ensuite, on va avoir une deuxième phase où là, on va être en variable. D'accord. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vient souvent perturber voilà, notamment ceux qui viennent de France. De France, oui, où on a l'habitude effectivement des taux fixes et pour lesquels les taux variables sont effrayants, hein, voilà, ou questionnants en tout cas. Oui, clairement, oui. Je pourrais en effet dire que la première chose que j'ai quand je fais des rendez-vous avec voilà, des clients, en tout cas francophones, c'est je veux pas entendre parler de taux variables, ça me fait peur, voilà, le fait que ça soit pas stable, que ce soit pas régulier. Alors, faut savoir quand même que c'est quelque chose qui était jusqu'il y a pas très longtemps, il y avait que ce type de solution au Portugal. D'accord. Donc voilà, les banques sont venues s'adapter à l'offre, à la demande de financement, à la demande des clients et des étrangers notamment. Donc aujourd'hui, ce qui existe, c'est finalement cette solution de mixte. Par contre, voilà, il y a un élément important à savoir et pourquoi les Portugais sont du coup attachés à leur taux variable, c'est qu'il y a une réglementation aussi derrière tout ça. Quand on est en phase fixe, en cas de remboursement anticipé ou de revente, il y a 2% d'indemnité à reverser à la banque. Qui sont quand même un montant qui peut être quand même assez important, effectivement. Tout dépend du montant, mais en effet, il y a quand même un petit calcul à faire. Il y a un calcul à faire, effectivement. Alors que quand on est en taux variable, on va être à 0,5 d'indemnité. D'accord. Donc, il y a quand même un point. Là se situe effectivement la différence. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions de taux effectivement 100% fixes? Oui, clairement, il y en a. Par contre, il faut avoir conscience de quelque chose, c'est que en cas de revente, déjà, il y a ces fameux 2% d'indemnité à reverser. Et la deuxième chose, c'est que du coup, on peut beaucoup moins facilement renégocier son crédit. Voilà, si les taux bougent à la baisse ou alors à la hausse, généralement, on a tendance à conserver son taux. Mais il y a moins de souplesse dans la renégociation du crédit. Chose qui se fait beaucoup au Portugal quand on est à taux variable, parce que clairement, avec une indemnité à 0,5, ça reste quasiment une opération qui est transparente pour le client. Tout à fait. Donc le Portugais aime la liberté là-dessus et du coup, va avoir moins tendance à aller sur un 100% fixe. D'accord. Voilà. Peut-être que le 100% fixe est moins concurrentiel aussi, peut-être que les taux sont plus importants sur
un type de taux 100% fixe? Oui, clairement, on va être sur des taux qui sont plus élevés que si on opterait sur du taux mixte. Après, il faut voir là où est-ce qu'on met les priorités. Si pour un client, c'est pas du tout envisageable d'avoir cette solution de taux mixte, même si voilà, aujourd'hui, j'indique quand même les avantages et les inconvénients de chacune des solutions, on pourra tout à fait trouver des solutions à 100% fixes en ayant conscience voilà, de ce que ça peut impliquer d'opter pour un 100% fixe. Aujourd'hui, le 100% variable, c'est plus usuel au Portugal ou alors uniquement dans certaines situations. Des banques vont l'imposer, notamment dans le cadre de travaux, de construction. Voilà. Après, ça dépend vraiment du projet client. Il est possible que, en fonction de ce qui est demandé, qu'on n'ait que de la solution 100% variable. Mais aujourd'hui, voilà, sur, on va dire, une transaction classique, on va être facilement sur du taux mixte. Du taux mixte, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a une durée maximale d'emprunt au Portugal? Alors, oui, bien sûr, il y a une durée maximale, mais qui est bien au-dessus de la France. Alors, il faut déjà savoir qu'en temps normal, au Portugal, on peut aller jusqu'à 40 ans. Alors, 40 ans, c'est réservé sur une clientèle plutôt jeune de moins de 30 ans. Donc voilà, c'est plus pour toi, Marjorie. Non, effectivement, c'est plus voilà. pour moi. Et c'est réservé aussi la plupart du temps à l'achat de la résidence principale. Faut savoir qu'au-delà de 30 ans, on va être plutôt sur du 35 ans maximum. Et quoi qu'il arrive, on n'ira pas au-delà de l'âge de 75 ans. D'accord. Donc on fait... En fait, on regarde où est le curseur en fonction de l'âge. En fonction de l'âge de la personne. Voilà. Et si on parle d'une clientèle non résidente, étrangère, en tout cas non résident au Portugal, on va être sur une durée maximum de 30 ans. D'accord. Et donc, comment se déroule le processus d'accompagnement que tu mets en place, toi, avec tes clients? Est-ce que tu prends rendez-vous avec eux? Comment ça se passe concrètement, en fait, si je te contacte demain parce que j'ai un projet de financement? Qu'est-ce que tu me proposes comme accompagnement? Alors, clairement, on établit un premier rendez-vous. Alors, tout dépend dans quelle phase de ton projet tu es. Donc, voilà, ça, c'est forcément plus j'interviens en amont, plus ça sera facile pour moi de pouvoir t'orienter, t'accompagner dans ce projet. En tout cas, on définit ensemble quel est ton idéal de projet, voilà, quelle est ta capacité en termes d'apport personnel que tu veux consacrer au projet. Et avec tout ça, on établit forcément ta capacité d'emprunt et on valide en effet ta situation personnelle, professionnelle, savoir si ça coche de manière générale toutes les cases qui sont demandées par les établissements bancaires. D'accord, donc en fait, on établit un espèce de cahier des charges de ce que je souhaite, mon idéal, finalement. Et puis ensuite, toi, du coup, tu fais une sélection des banques ou comment ça se passe une fois que le dossier est constitué, qu'on l'a constitué ensemble, que toutes mes pièces sont bien présentées, etc. Toi, tu ensuite fais une recherche ciblée par rapport à mes critères? Oui, que de toute façon, tous les établissements bancaires ne sont pas pour tous les clients. Déjà, il y a une sélection qui est faite en fonction si tu es résident, non résident, en fonction de l'apport que tu as disponible. Est-ce que c'est du 20, du 30, du 40% d'apport? Ça, chaque banque a ses critères. Et en fonction de tout ce qu'on aura vu ensemble en termes de cahier des charges, je vais cibler plusieurs établissements bancaires pour aller solliciter des propositions auprès de ces dernières. Et je m'occupe de faire toute la comparaison avec les avantages et les inconvénients de chacune. Parce que comme j'ai pu te l'expliquer tout à l'heure, clairement, chacune va aller un peu de sa proposition. Voilà, déjà dans le taux mixte, il y a plusieurs durées possibles, il y a plusieurs offres promotionnelles. Le Portugal, les banques portugaises adorent fonctionner sous forme de campagne, campagne de taux. Voilà, on entend beaucoup parler de ça. Et du coup, même si je demande un taux mixte, on va dire à 5 ans ou 10 ans, elles vont me dire, en ce moment, voilà, Sophia, il y a une campagne promotionnelle avec un taux à 2 ans. Bon. Après, bien entendu, c'est moi qui pose aussi le curseur, voir ce qui est acceptable ou pas par rapport à l'entretien qu'on aura eu pour pouvoir te le soumettre. Finalement, en tant que client, on a peut-être aussi
c'est tout l'intérêt, voilà, de se faire accompagner. C'est qu'il faut pouvoir être à même aussi de comprendre ces propositions, de pouvoir les comparer, ce qui n'est pas forcément toujours aisé, puisque voilà, il y a des types de taux différents, il y a des durées de variables fixes qui sont aussi différentes. Et effectivement, je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir recours à ton expertise et ton œil, Ouais. voilà, vraiment pointu sur ces différentes conditions. Est-ce que aussi toi, tu t'occupes de ce qu'on appelle l'assurance emprunteur, peut-être? Oui, alors justement, c'est un des points que j'allais citer. Alors clairement, il y a 2 gros, critères, qui viennent entrer dans les offres qui sont faites par les banques, hein. On parle souvent, d'assurance, emprunteur, en portugais, seguro de vida, Mhm. et d'assurance, multirisque, donc communément assurance habitation, seguro multirisco, où clairement, à chaque fois, il y a des propositions qui sont faites par les banques. Alors, clairement, tous ces 2 critères impactent, l'offre, de taux qui est faite par la banque. D'accord. Je fais toujours une comparaison en prenant une assurance extérieure. Alors une assurance emprunteur Ok. extérieur, parce que clairement, de manière générale, le coût est relativement assez, élevé en banque et c'est Mhm. quand même important de pouvoir faire cette D'accord. comparaison avec ce que pourrait proposer, une assurance externe. Donc il y a ce travail de comparaison, qui est fait et on voit, voilà, on pose la balance, savoir, est-ce qu'il est plus intéressant, de, prendre l'assurance de la banque ou est-ce qu'il faut plutôt opter pour une assurance extérieure? Voilà, sachant que c'est important d'avoir un regard quand même sur le niveau de garantie et non pas, uniquement, regarder le prix. Le Donc il y a prix, ouais, vraiment tout une à fait. corrélation Mhm. qui doit être faite, à ce niveau-là, puisque c'est une, de toute façon, des conditions, des banques. Voilà, c'est qu'il faut de toute façon une assurance emprunteur, voilà, de manière générale, auprès de l'établissement, quoi. Et alors, du coup, une fois que tu as le retour des différentes banques que tu as démarchées, si on peut dire ça comme ça, est-ce que tu donc, décryptes ces propositions? Tu fais de nouveau un rendez-vous avec ton Oui. client? Ouais. Ouais. Oui, clairement, oui, oui, puisque voilà, j'essaye dans l'idéal d'avoir en tout cas au moins 3 propositions à pouvoir présenter Mhm. aux clients. Donc voilà, demain, si on est en rendez-vous ensemble, généralement, je prépare un tableau comparatif, D'accord. voilà, entre les différentes propositions. J'essaye quand même toujours de demander hein, si clairement c'est un dossier qui est viable par rapport aux Mhm. critères de la dite banque. Parce que voilà, si c'est juste pour obtenir une simulation et que derrière, on sait que ça passe pas au Ouais. niveau par rapport à la politique risque de la banque, voilà, je vais pas perdre de temps à proposer cette simulation au client. Donc voilà, il y a vraiment une comparaison qui est faite entre chaque offre avec les avantages et les inconvénients de chacune, parce que l'expérience fait que on se retrouve jamais avec 2 propositions identiques, Mhm. voilà, à cause de cette notion de taux mixte, Ouais. qui peut parfois diverger, parce que je vais avoir, par exemple, 3 offres, 2 avec un taux fixe à 5 ans et une, par exemple, à taux fixe, à 10 ans. Et du coup, forcément, on compare pas forcément exactement la même chose. Mhm. Après, voilà, ce qui est important et ce qui est défini pendant ce 2e rendez-vous, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui est le plus important pour le client et avoir une discussion ensemble sur, voilà, moi, je me retrouve plus dans cette offre-là parce que telle et telle Mhm. raison, ou Ouais, je me ouais. verrais plus Mhm. opter pour un taux mixte à 5 ans parce que voilà, j'ai un projet plutôt de revente à moyen Mhm. terme. Voilà, donc ça, il y a pas de règle qui est commune pour tout le monde. C'est vraiment propre à la situation, à la volonté de chaque client, quoi. OK. Et est-ce que on peut, par exemple, on parlait, d'externaliser, certaines assurances. Est-ce que, il est possible, de modifier nos conditions? Est-ce que, il y a des conditions qui sont inhérentes finalement à la proposition, de la banque? Alors oui, attention, à ça et ça, c'est un grand changement que j'ai constaté par rapport à la France. Ce sont, un peu moi ce que j'appelle les ventes liées. C'est, voilà, je vais te donner un exemple. Par exemple, en France, on avait, la banque demandait souvent l'assurance habitation, liée au Mmh. financement. Voilà, c'est quelque chose qui est assez courant en France. Le client, voilà, disait: «Bon,
écoutez, de toute façon, je prends l'assurance habitation Ouais. la première année, soit je suis satisfaite et je continue, Mhm. soit voilà, j'ai plutôt envie d'opter pour une assurance externe et je prends ensuite une assurance habitation externe et j'arrête celle de la banque. Ouais, ouais. Voilà. Et ça remettait pas du tout en cause le taux et les conditions qui qui étaient avaient été obtenues. négociées à la base. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, il faut savoir qu'au Portugal, c'est complètement différent et c'est contractualisé. Ok. C'est que chaque établissement va te dire, bah écoute, voilà, moi je te propose tel taux, mais par exemple, voilà, il faut que tu aies une carte de débit, une carte de crédit avec moi, il faut que tu fasses minimum un virement de 900 euros par mois, il faut que tu aies le package de tant d'euros par mois. D'accord. Et si à un moment donné, dans la vie de ton prêt, tu l'arrêtes, c'est contractuel, c'est indiqué. Par exemple, si tu fais pas ton virement de 900 euros par mois minimum, là je te donne un exemple, Ouais, ouais. le taux augmente le prochain trimestre de 0,5. D'accord. 0,05. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc tout ça, vraiment, c'est des choses qui sont contractualisées avec des ventes liées. Mm. Si tu, par exemple, avais négocié l'assurance emprunteur au sein de la banque, entre-temps, tu décides C'est de la ça. retirer, attention, il faut re-rentrer la plupart du temps en renégociation pour qu'ils maintiennent les D'accord. conditions, parce que sinon, ça peut éventuellement engendrer une augmentation automatique du taux. Donc c'est important de voir ça en amont, Oui. finalement, pour voir ce qu'il est possible de faire. Quelles sont les conditions de vente liées, si on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'on peut sortir l'assurance ou pas? L'assurance Voilà. emprunteur dont on parlait précédemment. Voilà, donc tous ces critères doivent être vraiment vus dès le départ et actés voilà, pour éviter des mauvaises surprises, des mauvaises surprises par la suite, parce que clairement, ça, c'est quelque chose qui diverge beaucoup Ouais. de la France. Et on aurait tendance plutôt à avoir un raisonnement en disant, ouais, je fais, puis après, je verrai Et puis, je bien. verrai. Voilà. Mais Ouais. non, là, Ok. on est vraiment sur des situations différentes. Donc, c'est important d'avoir un point de vigilance Ouais. là-dessus quand on fait l'analyse des offres qui sont faites par les banques. D'accord. Et alors, combien de temps je peux... à combien de temps je peux m'attendre sur cet accompagnement de la constitution de mon dossier à finalement la réception des propositions des banques? Il peut s'écouler combien de temps Alors, je te dirais que ça dépendra de la situation et de la complexité de ton dossier, de ta situation notamment personnelle et professionnelle. Voilà, sur des dossiers simples, franchement, à partir du moment où on a un dossier complet, voilà, il peut se passer allez, 10-15 jours entre le moment où j'envoie le dossier et le moment où j'ai les propositions et on fixe ce rendez-vous de présentation des différentes propositions. Ouais. Mais attention, là, on parle uniquement de propositions Oui, et pas de tout à fait. pré-approbation, comme on le disait au début de cet épisode. C'est que, en fait, la pré-approbation, c'est une fois qu'on a sélectionné l'offre, en tout cas, moi, ça, c'est ma façon de travailler, c'est qu'une fois que tu as sélectionné la proposition qui te convient le plus, c'est là que ça part en pré-approbation. Et là, tu dois compter quand même une bonne semaine à 10 jours de plus. Voilà. Ok. Après, bien entendu, voilà, il faut quand même avoir conscience au Portugal. Alors, et ça, je te dirais, finalement, c'est comme en France. Il peut y avoir des rebondissements voilà, entre le moment où on a les offres, le moment où finalement l'accord, il peut y avoir des demandes de documents supplémentaires. Donc là, il faut quand même s'armer de patience. Et c'est vrai que le fait d'avoir un courtier qui est un interlocuteur unique, voilà, permet, on va dire, de pallier un peu à tous ces imprévus, ces demandes supplémentaires et d'éviter d'avoir plusieurs banques qui interviennent ou plusieurs interlocuteurs où chacun y va de sa bureaucratie, sa demande d'informations supplémentaires. Voilà. Mais sur un dossier classique, clairement, en un mois, on peut avoir tout ça bouclé, pré-approbation obtenue. Et ensuite plutôt enclenché sur l'ouverture de compte pour partir en phase de recherche de biens. Super, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a une idée bien précise de toutes les étapes de l'avant. Clairement. Dans le prochain épisode, nous aborderons donc les étapes du pendant et après l'achat pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet immobilier au Portugal. Si cet épisode vous a été utile, nous vous invitons à le partager et vous pourrez retrouver toute notre actualité sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. À très vite dans notre prochain épisode. À bientôt.